La nuit où Saoirse Hollowell fut inscrite à l'épreuve de l'hymne lunaire, la neige dans la vallée de Thornfen tomba d'une manière que les anciens jureraient plus tard n'avoir vue qu'une seule fois auparavant. Cet hiver-là, la rumeur disait qu'une déesse avait marché sur la crête sans laisser de traces. La neige tombait lentement. Oh, elle tombait droit. Elle tombait comme si le ciel lui-même retenait son souffle pour écouter. Ce que Saoirse ignorait, agenouillée dans la froide antichambre de pierre de la morgue, les mains d'un enfant mort jointes entre les siennes, c'est que chaque flocon qui frappait le toit d'ardoise au-dessus d'elle se calait sur un pouls qui battait déjà dans sa poitrine. Un pouls qui avait été placé là avant même qu'elle ne soit en âge de s'en souvenir, et qui, avant le prochain lever de lune, mettrait un roi de 3 royaumes à genoux devant elle. Elle ne savait pas que la femme qui avait placé ce pouls en elle était, à ce moment précis, en train d'ajuster la manche d'une robe dans la capitale, à 3 jours de cheval au sud, souriant à un miroir comme un chasseur sourit à un piège. Elle ne savait rien de tout cela. Elle savait seulement que les mains de l'enfant étaient froides, qu'on lui avait dit de les laver avant la crémation, et que quelque part au-dessus d'elle, les corps d'une procession royale résonnaient, graves et longs, comme le sonnent les corps quand un roi est venu prendre quelque chose. Elle pressa son front contre les jointures de l'enfant. Elle ne pouvait dire aucune prière à voix haute. Elle n'avait jamais pu dire quoi que ce soit à voix haute. Sa gorge, depuis son premier souffle, avait été une chambre sans cloche. Sa mère, ainsi le murmurait la meute, avait regardé dans le berceau, vu un bébé qui ne pleurait pas, et compris aussitôt que la lune mère avait refusé de souffler une âme dans celui-ci. Sa mère était morte de chagrin avant que Saoirse ne soit sevrée. Son père s'était remarié avec une femme nommée Isolde, et Isolde avait donné à la meute 2 filles bruyantes et brillantes, et avait relégué Saoirse dans les coins de la maisonnée comme une nappe que personne n'avait le cœur de jeter, mais que personne ne voulait sur la table. À 24 ans, Saoirse n'avait ni rang, ni nom de meute inscrit dans le registre à côté de son nom de famille, ni partenaire assigné, ni place au feu de joie, et un seul métier. Elle s'occupait des morts. Elle lavait leurs cheveux. Elle fermait leurs yeux. Elle arrangeait leurs mains. Elle portait les petites corves quand les adultes ne supportaient pas de le faire, et elle portait les corps des adultes quand les petites la suppliaient de rester. C'était considéré comme le travail du silence, approprié pour une fille silencieuse. Et elle avait appris, au fil de toutes ces années, que les morts étaient les seuls membres de la meute qui ne tressaillaient pas quand elle s'approchait. Une ombre passa dans l'embrasure derrière la porte. L'ombre d'Isolde était toujours la première, et sa voix était toujours la seconde, car la voix d'Isolde arrivait comme une lame, le tranchant en avant. Debout, ma fille, lave-toi les mains. Tu as été inscrite. Saoirse leva lentement la tête. Elle ne comprenait pas. Elle l'inclina de la manière qui était devenue son mot pourquoi. Isolde sourit. Ce n'était pas un sourire bienveillant. C'était le sourire d'une femme qui s'était souvenue d'une faille dans une loi et qui était impatiente de l'exploiter. L'épreuve, dit-elle, et laissa le mot en suspens pour que Saoirse en sente le poids. Toute femme non accouplée en âge de se marier est tenue de se présenter devant le roi Alpha et de chanter l'hymne lunaire. Tenue. Aucune exception pour les torts. Elle prononça le dernier mot doucement, comme on dépose une fleur sur un cercueil. J'ai signé le registre pour mes 3 filles, toi y compris. Saoirse se leva si vite que la main de l'enfant glissa de la sienne. Elle secoua la tête, elle la secoua de nouveau. Elle forma le mot non avec ses lèvres, car ses lèvres en étaient incapables. Isolde ne fit qu'élargir son sourire. Tu te présenteras, tu ouvriras la bouche, tu seras regardé par un roi. Et quand rien ne sortira, la cour verra, enfin, que le verdict de la déesse n'a jamais été cruauté, mais seulement vérité. Alors, ma fille, peut-être que la meute cessera de prétendre que tu as ta place dans une maison. Elle se tourna dans l'embrasure de la porte. Porte-la grise, celle qui te va mal. Elle te convient. Dehors, les corps sonnèrent de nouveau. Saoirse se tenait là, les mains ouvertes le long du corps, sentant le pouls dans sa poitrine, celui qu'elle n'avait jamais nommé, battre une fois fermement, comme une clé tournant dans une serrure dont elle ignorait l'existence. On l'habilla de la robe grise. Isolde s'assura que l'ourlet traînait. Isolde s'assura que les épaules tombaient de main. Isolde s'assura que la ceinture était serrée à une hauteur qui volait à Saoirse toute la grâce qu'elle aurait pu accidentellement posséder. Et quand elle eut fini,
Elle recula et contempla Saoirse comme un fermier contemple une récolte qui a échoué d'une manière intéressante. Puis elle sortit pour habiller ses propres filles de pourpre et d'or. La grande salle de Thornfen avait été nettoyée 3 fois pour l'arrivée du roi, et les longues fenêtres avaient été déclouées pour la première fois de la saison. La lumière du feu sur la vieille pierre donnait l'impression que les sculptures des loups ancestraux rôdaient le long des murs supérieurs, comme s'ils étaient venus, eux aussi, pour observer. Saoirse marchait dans le couloir à la fin de la file des femmes non accouplées, car la meute n'avait pas su où la placer dans une procession basée sur le rang, et avait décidé par défaut que la dernière place était la sienne. Sa meilleure et unique amie, une apprentie boulangère nommée Nyla, avec de la farine perpétuellement dans la couture de sa manche et une bouche qui ne s'arrêterait même pas sous serment, se mit à ses côtés et lui prit le bras comme un garde verrouillant une grille. « Je vais la tuer », dit Nyla à voix basse, sans regarder le dos d'Isole qui s'éloignait. « Je vais la tuer et en faire une tourte, et je donnerai la tourte à ses propres chèvres. Tu penses que les chèvres mangent de la tourte? Je pense que les chèvres mangeraient de la tourte. » Saoirse lui serra le bras. C'était sa seule façon de dire merci d'être là, et s'il te plaît, ne tue personne aujourd'hui. Nyla comprit, comme toujours. Elle traduisait les silences de Saoirse depuis qu'elles avaient 7 ans. « Écoute-moi, » murmura Nyla, les ralentissant toutes les deux près des hautes portes sculptées. « Tu entres, tu te tiens droite, tu ouvres la bouche comme tu le fais toujours quand Isolde te demande de faire quelque chose d'impossible. Tu attends les 3 temps requis. Tu fermes la bouche. Tu sors. C'est un roi, il s'ennuie, et il a déjà rejeté toutes les femmes de 3 vallées. Il ne te regardera même pas. Et puis tu rentres à la maison, on mange du pain avec du beurre, et on ne reparle plus jamais de ça. Et je brûlerai personnellement cette robe grise. » Saoirse hocha la tête. Elle la croyait. Elle voulait la croire. Elle ne savait pas que dans l'antichambre, derrière les portes, se tenant juste derrière le trône dans une cape d'un vert émeraude profond, avec un fil d'argent au col, se trouvait une femme nommée Chanel Voromain, la première conseillère du roi qui avait servi aux côtés de son père et à ses côtés depuis qu'il avait pris la couronne, et qui, 24 hivers auparavant, s'était agenouillée au-dessus d'un berceau dans la vallée de Thornfen avec une fiole de poussière d'argent et un diapason et avait déposé un chant dans la poitrine de nouveau-né. Car elle avait su, même alors, quel rite ce roi devrait accomplir un jour, et ce qu'il lui en coûterait si la voie qu'il cherchait ne pouvait lui être offerte par quelqu'un qui voulait quelque chose de lui en retour. Les portes s'ouvrirent. La salle était pleine. Le roi était assis sur une chaise qui avait été apportée de la capitale en pièces et réassemblée. Son haut dossier était sculpté d'un loup dont les yeux étaient sertis d'obsidienne et dont la bouche était fermée. Saoirse le vit avant de le vouloir, car la pièce attira son regard vers lui comme l'eau est attirée vers un siphon. Caelan Draventhorn n'était pas ce à quoi elle s'était attendue. Les histoires parlaient d'un roi alpha, et elle avait imaginé quelque chose d'imposant. Il était imposant, mais pas par la taille, par son immobilité. Il était assis sans bouger. Ses mains reposaient sur les bras de la chaise. Ses cheveux sombres étaient attachés à la nuque. Une longue cicatrice pâle traversait sa mâchoire de l'oreille au menton et captait la lumière du feu quand il tournait la tête, ce qu'il fit maintenant, lentement, pour regarder la file de femmes entrer. Ses yeux avaient la couleur d'un ciel juste avant qu'il ne devienne un orage. Ils passèrent sur chaque visage sans s'arrêter. Ils passèrent sur les filles d'Isolde. Ils passèrent sur Nyla. Ils atteignirent Séraphina et ils ne passèrent pas. Ils s'arrêtèrent. Sa mâchoire se contracta. Elle sentit la contraction dans sa propre poitrine, comme si une corde entre eux avait été tendue par quelqu'un qui la testait. Elle détourna le regard. Elle se força à détourner le regard. Derrière le trône, dans la cape émeraude, les lèvres de Chanel Voromain s'entr'ouvrirent d'une fraction de millimètre et elle leva délicatement la main pour toucher la broche d'argent à sa gorge. Et le pouls dans la poitrine de Séraphina répondit à la broche comme un chien de chasse répond à un sifflet. L'épreuve commença par ordre de rang. Les filles d'Isolde chantèrent les premières, l'une après l'autre. Leur voix était soigneusement entraînée et soigneusement jolie. Et Caelan écouta chacune avec la patience d'un homme qui écoute le tic-tac d'une horloge. L'hymne n'était pas long. C'était 7 lignes en langue ancienne, un appel, une réponse et un vœu final. Et il était le même dans la bouche de chaque femme,
car les mots étaient sacrés et immuables. Ce qui n'était pas immuable, c'était la résonance sous les mots, la chose que le loup du roi écoutait. Et une par une, il secoua la tête, un geste petit, courtois et absolument final. La fille aînée le prit bien. La plus jeune, non. Elle se mordit la lèvre jusqu'au sang et fut conduite hors de la salle par sa mère. Et Isolde ne regarda pas Séraphina en passant, car Isolde gardait ce regard pour plus tard, quand il ferait plus mal. Nyla chanta. Nyla chanta magnifiquement, en fait, mieux que quiconque ne s'y attendait. Et pendant un instant, la salle devint silencieuse et le cœur de Séraphina s'emballa. Car si c'était Nyla, alors Nyla serait reine, et Séraphina pourrait disparaître à nouveau dans la morgue et l'affaire serait réglée. Kaelin écouta. Kaelin ferma les yeux. Kaelin les rouvrit et secoua la tête. Et son visage, pour la première fois, exprimait quelque chose de proche du regret, comme s'il était désolé d'avoir fait se présenter Nyla pour rien. Nyla fit une révérence comme elle le faisait à la boulangerie quand un client laissait un pourboire, c'est-à-dire sarcastiquement, et descendit. Puis le héros appela le nom qui avait été ajouté en dernier au registre. Séraphina Hollowell, sans rang de Thornfell. Une ondulation parcourut la salle. La meute savait. La meute avait toujours su. Les têtes se tournèrent. Quelqu'un, un cousin 3 rangs derrière, rit avant de pouvoir se retenir. Et le rire s'interrompit net, car la tête de Kaelin se tourna et les yeux de Kaelin trouvèrent le rieur, et le rire mourut dans la gorge du rieur. Les yeux de Kaelin revinrent au centre. Ils se trouvèrent en Séraphina. Ils ne bougèrent pas. « Avancez, dit-il, et sa voix était basse, rauque et très calme. Et elle porta comme si la pièce n'avait été construite que pour la contenir. Les pieds de Séraphina bougèrent. Elle ne se souvenait pas de leur avoir demandé. Elle traversa la salle dans la robe grise mal ajustée à l'ourlet traînant, et elle sentit chaque regard dans la pièce. Et elle sentit le pouls dans sa poitrine, qui avait commencé à faire quelque chose de nouveau, qui était de vibrer activement à une fréquence qu'elle pouvait sentir dans ses dents. Elle s'arrêta à la marque, elle leva les yeux. De près, les yeux de Kaelin n'étaient pas gris orage. Ils avaient la couleur d'un lac sous la glace. Il la regardait comme un homme regarde quelque chose dont on lui a dit que ça existait, mais qu'il n'a jamais vu. « Vous connaissez l'hymne » dit-il. Ce n'était pas une question. C'était une courtoisie, un avertissement, une porte de sortie. Elle aurait pu secouer la tête. Elle aurait pu y mettre fin là. Elle ne secoua pas la tête. Elle ne savait pas pourquoi. Elle leva le menton d'une infime fraction. Ses narines se dilatèrent une fois, presque imperceptiblement. Derrière lui, Chanel Vormain bougea et la broche d'argent à sa gorge capta la lumière du feu. Et le pouls dans la poitrine de Séraphina s'épanouit, doux et large comme une bougie qui prend feu. « Chantez alors, dit Kaelin, et sa voix se brisa très légèrement sur le mot « chanter », et seule une personne à l'écoute l'aurait entendu. Séraphina ouvrit la bouche. La salle retint son souffle. Sa gorge fit ce que sa gorge avait toujours fait, c'est-à-dire rien. Aucun son ne monta de sa trachée. Aucune note ne se forma sur sa langue. Ses poumons se remplirent et se vidèrent autour d'un silence aussi complet que le silence au fond d'un puits. Et l'air autour d'elle, l'air entre elle et le trône, l'air emprisonné dans les hautes poutres de pierre, pressé contre les hautes fenêtres et s'élevant du plancher, se mit à chanter. Il chanta avec sa voix. Il chanta une voix que personne dans la meute n'avait jamais entendue, car personne dans la meute n'avait jamais entendu sa voix. Et pourtant, chaque personne dans la salle sut aussitôt, dans la part de loup sous la peau, que la voix dans l'air était la sienne. La première ligne s'éleva. La deuxième se répondit à elle-même. La troisième s'ouvrit sur la longue voyelle de la langue ancienne, un son comme une cloche frappée sous l'eau, et les sculptures sur les murs semblèrent se pencher pour l'entendre. Kaelin Draventhorn tomba à genoux. Il ne trébucha pas. Il ne vacilla pas. Il posa un genou, puis l'autre sur la pierre avec le mouvement précis et délibéré d'un homme acceptant un verdict qui lui était dû depuis longtemps. Et sa tête se pencha, ses mains se pressèrent à plat sur le sol de chaque côté de lui, et ses épaules tremblèrent une seule fois, sous la force de quelque chose qui se brisait en lui. L'hymne se termina. L'air redevint immobile. Séraphina ferma la bouche. Kaelin, toujours à genoux, leva la tête. Il la regardait comme si elle avait plongé la main dans sa poitrine et allumé un feu qu'il croyait éteint depuis longtemps. « Mienne, dit-il,
Et le mot ne fut pas fort, mais la salle l'entendit car la salle avait été construite pour contenir sa voix. Par l'ancienne loi et la nouvelle, mienne. Avant toute objection, avant tout contrat, avant toute revendication antérieure à ce moment, je la nomme et je la prends, et j'en répondrai de mon sang. Isolde émit un son. Ce n'était pas un mot. C'était le son que fait d'une femme lorsqu'un piège qu'elle a tendu se referme sur sa propre main. Derrière le trône, Chanel Vauromain sourit, un sourire petit et privé, et baissa la main de sa broche d'argent. Et le pouls dans la poitrine de Séraphina, son travail accompli, s'installa dans un battement profond et régulier qui n'était plus tout à fait le sien. On la fit sortir de la salle dans une cape qui sentait son odeur. Kaelin avait retiré son propre manteau de ses épaules en se relevant du sol et l'avait attaché autour des siennes lui-même, ses mains prudentes à sa gorge, prudente comme si sa gorge était l'hymne et qu'il avait peur de le briser. Elle ne tressaillit pas. Elle aurait dû tressaillir. Elle tressaillait pour tout, à la main d'Isolde sur son épaule, au chien du boulanger quand il aboyait, au vent quand il passait à travers les lattes de la fenêtre de la morgue. Elle ne tressaillit pas devant lui. Son corps, qui avait été élevé pour se faire petit en présence des choses puissantes, l'avait examiné et avait décidé, sans sa permission, qu'il n'était pas une chose dont il fallait se recroqueviller. Il la conduisit aux appartements qui lui avaient été réservés dans le donjon de Thornfell, et il ne la toucha plus, sauf pour ouvrir les portes. Et quand ils furent seuls dans l'antichambre, il se tourna vers elle et se laissa tomber, non pas à genoux cette fois, mais sur un genou, ce qui pour un roi était encore une chose qui aurait fait pleurer un barde. Et il leva les yeux vers elle comme un homme lève les yeux vers une fenêtre devant laquelle il est passé pendant des années, sans savoir que c'était la fenêtre de sa propre maison. « Pardonne-moi, dit-il. » Sa voix était basse et rauque, comme le disaient des histoires. Et elle comprit maintenant que la rudesse n'était pas une menace. C'était le son d'une voix qui n'avait pas eu le droit d'être douce depuis très longtemps. Je t'ai réclamé devant une cour avant d'avoir demandé ton nom de ta propre bouche. Je ne prétendrai pas que j'avais le choix. Mon loup écoute ce son depuis que je suis un garçon. Si je n'avais pas parlé, je serais mort sur cette chaise. Mais tu avais un choix, et je l'ai pris. Alors, je te le demande maintenant, ça aussi. Il prononça son nom comme un prêtre dit un mot qu'il n'a fait que lire et jamais prononcer, avec révérence et avec la peur de mal le prononcer. Viendras-tu avec moi à la capitale comme ma partenaire, comme ma reine, comme toi-même et rien d'autre que je ne puisse mériter? Elle le fixa. Elle ne pouvait pas répondre avec un son. Il sembla le comprendre. Il attendit. Il ne la pressa pas. Sa main, celle qui n'était pas appuyée sur son genou, était ouverte à son côté, paume vers le haut, vide, une offrande sans demande. Elle pensa à la morgue. Elle pensa aux mains froides de l'enfant qu'elle lavait quand les corps avaient commencé. Elle pensa au sourire de Saoirse dans l'embrasure de la porte. Elle pensa à Nyla disant « On ne reparle plus jamais de ça ». Et elle sut, avec une douleur qu'elle ne comprenait pas, qu'elle ne s'assiérait plus jamais dans une cuisine avec Nyla pour manger du pain avec du beurre. Car quelle que soit sa réponse à cet homme, sa vie n'avait plus la forme qu'elle avait une heure auparavant. Elle leva la main. Elle la posa très légèrement sur la sienne. Son souffle le quitta d'un seul coup, comme s'il l'avait retenu depuis qu'il l'avait vu dans la file. Il ferma les yeux. Il retourna sa main et pressa son front contre ses jointures, de la même manière qu'elle avait pressé son front contre les jointures de l'enfant quelques heures plus tôt. Et elle sentit, à travers le dos de sa main, qu'il tremblait. « Merci, dit-il dans sa peau. Merci, merci. » Elle ne savait pas encore que quelque part au-delà de la porte, d'une écriture si nette qu'elle semblait imprimée, scellant une lettre avec de la cire d'argent et l'envoyant vers le sud par un cavalier qui ne chevauchait que la nuit. Elle ne savait pas que la lettre ne contenait qu'une seule ligne. C'est fait. Elle savait seulement qu'un roi était à genoux sur le sol d'une chambre empruntée, le front contre sa main, et que le pouls dans sa poitrine, pour la première fois de sa vie, ressemblait moins à quelque chose de vivant en elle qu'à quelque chose qui y avait été placé et qui avait enfin été rappelé à la maison. Ils partirent vers le sud le matin. Nyla vint avec elle parce que Nyla avait marché jusqu'au capitaine du roi et lui avait dit, d'une voix qui ne souffrait aucune discussion, que la reine aurait une dame de compagnie et que cette dame serait d'elle. Et si quelqu'un d'autre essayait de postuler pour le poste, elle mettrait personnellement de la farine dans leurs bottes,
Le capitaine du roi, un homme nommé Raphaël avec un nez cassé et une bouche amusée, l'avait regardé de haut en bas et avait dit « Marché conclu, la boulangère ». Sur la route, Kellen chevauchait à côté de Saorsi. Il ne l'envahissait pas. Il ne parlait pas inutilement. Quand elle avait froid, sa cape retrouvait ses épaules sans cérémonie. Quand la procession s'arrêtait à un ruisseau, il descendait le premier et lui offrait sa main pour l'aider à descendre, et elle la prenait. Et il ne la lâchait pas jusqu'à ce que ses pieds soient bien stables sur le sol. Et même alors, son pouce frôlait une fois ses jointures, comme pour confirmer qu'elle était toujours là. À l'un de ces arrêts, une petite créature sortit des roseaux. C'était un chiot, pas un louveteau, quelque chose de plus petit, d'ordinaire et à moitié affamé, un rejeton de chien de ferme, avec une fourrure emmêlée et une écharde dans la patte. Il marchait sur trois pattes et un reste de courage directement vers Killam, dépassant les capitaines, les gardes et les chevaux, et s'assit sur sa botte, leva les yeux vers lui et attendit. Toute la compagnie s'immobilisa. Kaelin Draventhorn, roi alpha de trois royaumes et rejeteur de toutes les voies d'épreuve du royaume, soupira le soupir d'un homme à qui l'on vient d'assigner un nouveau devoir inéluctable. Il s'agenouilla, il retira l'écharde de la petite patte avec des mains qui avaient tué des hommes. Il plaça le chiot dans sa sacoche de sel avec une lanière de viande séchée et un pli de sa propre cape en guise de lit, et il monta sans un mot. Et le chiot posa son menton sur le bord de la sacoche et s'endormit. Saorsi le regarda. Il la regarda. Il haussa très légèrement les épaules, comme pour dire « Ce n'est pas moi qui fais les règles ». Le coin de sa bouche bougea. C'était la première fois qu'elle souriait en présence d'un homme qui n'était pas mort. Il le vit. Il ferma les yeux comme une personne ferme les yeux devant un lever de soleil. La capitale, Kesher Draventhorn, était située sur une falaise au-dessus d'une rivière qui coulait argentée à l'aube et noire au crépuscule. Et ces tours étaient anciennes de la manière dont seules certaines tours sont anciennes, c'est-à-dire qu'elles étaient plus anciennes que le royaume qui avait été construit autour d'elles. Ils entrèrent sous une porte sculptée de loup aux bouches fermées, comme le trône. Et Saorsi comprit sans qu'on le lui dise que la bouche fermée était un ancien signe de famille, et que cela signifiait, dans leur langue, le mot qui ne peut être dit à voix haute, ce qui était aussi, réalisa-t-elle, une sorte de nom pour elle. Ils furent accueillis dans la cour intérieure par la cour. Elles s'étaient rassemblées rapidement. La nouvelle les avait devancées par oiseaux et par cavaliers, et les nobles de la capitale avaient revêtu leurs plus beaux atours et leur plus grande curiosité. Et ils se tenaient en groupe serré sous le soleil froid, et regardaient le roi aider une jeune fille muette d'une petite vallée à descendre de son cheval, comme si elle était faite de quelque chose de plus rare que le verre. Parmi eux, au premier rang, le plus près des marches du roi se tenait la femme à la cape émeraude. Saorsi la vit et ne sut pas pourquoi sa poitrine se serra. Elle n'avait jamais vu ce visage auparavant. Elle en était sûre. Et pourtant, la vue de Chanel Voramin produisit en elle la même sensation qu'elle avait éprouvée enfant, en posant la main sur un poêle et en la retirant avant que son esprit n'ait traité la chaleur. Le corps a su en premier. Le corps sait toujours en premier. Mon roi. La voix de Chanel était bête, chaude et magnifiquement entraînée, la voix d'une femme qui avait passé sa vie à être écoutée. Et ma reine. Sa révérence était impeccable. Ses yeux, quand ils se levèrent vers Saorsi, étaient bienveillants. Ils étaient aussi, l'espace d'un instant, les yeux d'un artisan examinant une pièce finie à la recherche de défauts. Juste un instant, puis ils redevinrent bienveillants. Bienvenue à la maison. Kaelin hocha la tête. Conseillère Voramin, vous pardonnerez la hâte des arrangements. Il y aura une présentation formelle à la pleine lune. D'ici là, la reine se reposera, on lui montrera la maison et elle choisira ce qu'elle en veut. Ce qu'elle ne choisira pas sera retiré. Chanel inclina la tête. Comme vous le direz. Elle tourna son sourire vers Saorsi. Madame, tout ce dont vous avez besoin, absolument tout. Ma porte est la deuxième dans le couloir ouest. N'hésitez pas. Saorsi inclina la tête d'une infime fraction. Son pouls, celui dans sa poitrine, fit quelque chose qu'elle ne comprit pas. Il se calma. Il se calma comme un chien se calme quand son maître entre dans la pièce. Elle détourna rapidement le visage pour que Kaelin ne voie pas ce qui s'y lisait. Mais Kaelin voyait tout, toujours. Et elle sentit sa main dans le creux de son dos, stable. Et elle l'entendit murmurer, bas, seulement pour elle.
Respire. Elle respira. Cette nuit-là, elle dormit dans une chambre qui avait appartenu à sa mère. Il le lui avait dit tranquillement pendant qu'une servante préparait le lit. Et il lui avait aussi dit qu'elle pouvait avoir n'importe quelle autre chambre du donjon si celle-ci ne lui convenait pas. Et elle avait secoué la tête parce que la chambre lui convenait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Parce que la chambre avait une fenêtre qui donnait à l'est et une petite cheminée avec une pierre sculptée dans le linteau, et la sculpture était celle d'un loup à la bouche fermée. Et Saoirsi avait senti, en la regardant, que cela avait été attendu. Elle ne dormit pas bien. Elle rêva d'un berceau et d'une main aux doigts argentés et d'un son versé dans sa poitrine comme de l'eau dans une jarre. Elle se réveilla avec le rêve encore vibrant et s'assit dans l'obscurité inconnue et réalisa qu'elle pouvait entendre très faiblement le pouls, qui n'était pas le sien. Il vibrait. Il vibrait en direction du couloir ouest, vers la deuxième porte. Le matin, Kaylin lui apporta le petit déjeuner lui-même. C'était, elle l'apprendrait, sans précédent, et tout le personnel de la cuisine avait réorganisé sa journée entière en fonction de cela. Il posa le plateau sur la table basse près de la fenêtre, s'assit en face d'elle et la regarda manger comme si la voir manger était une chose qui lui avait manqué sans le savoir. Le chiot de la route, maintenant nommé Gus par Nyla sans la permission de personne, s'assit sur la botte de Kaylin et attendit les miettes. Nyla, qui avait eu la chambre voisine et l'avait déjà réarrangée 2 fois, passa la tête et dit « La reine aimerait voir la bibliothèque, les jardins et quiconque l'a déjà fait se sentir petite, dans cet ordre. » La bouche de Kaylin bougea. C'était presque un sourire. Dans cet ordre. Il la fit traverser le donjon. Il lui montra la bibliothèque qui était haute, étroite et sentait le cèdre. Il lui montra les jardins qui étaient nus en hiver et beaux dans leur structure. Il lui montra la petite chapelle où sa mère avait prié et il ne lui dit pas ce qui était arrivé à sa mère et elle ne demanda pas. Au seuil de la salle du conseil, il s'arrêta. « Tu n'es pas obligé d'entrer, dit-il, mais tu devrais la voir une fois pour que la pièce te connaisse. » Elle entra. Chanel était là, à la table, penchée sur une carte. Elle se leva aussitôt. Elle fit la même révérence impeccable. Elle dit « Ma reine ». Et sa voix était chaude et le pouls de Saoirse se calma de nouveau. C'est à ce moment-là que Saoirse sut. Pas tout, elle ne savait pas encore tout. Mais elle sut que le pouls dans sa poitrine n'était pas le sien et que Chanel Voramain pouvait le contrôler et que quoi qu'on lui ait fait dans un berceau 24 hivers auparavant, cela avait été fait par la femme qui lui souriait maintenant au-dessus d'une carte du royaume dont elle était sur le point de devenir la reine. Elle ne pouvait pas le dire. C'était la cruauté et la protection de la chose. Elle ne pouvait pas le dire à Kaylin. Elle ne pouvait pas l'écrire non plus. Pas encore, car elle ne savait pas quoi écrire. Mon pouls lui répond. Mon pouls n'est pas le mien. Mon pouls a été mis en moi. Il la croirait. Elle savait avec une certitude qui n'avait rien à voir avec les preuves, qu'il la croirait à l'instant où elle le lui demanderait. C'était précisément pourquoi elle ne pouvait pas encore le demander. Parce que Chanel Voramain avait été la conseillère de sa mère et de son père et l'avait élevée dans les années qui ont suivi la mort de sa mère. Saoirse l'avait vu lui parler avec la déférence facile qu'un fils accorde à une tante qui l'a mérité. Et elle avait vu dans la manière rapide dont Chanel avait touché sa manche à la fin de la réunion du conseil que la femme l'aimait à sa manière. Ce qui était la forme d'amour la plus dangereuse, celle qui n'exclut pas l'utilisation. Saoirse devait être sûre, alors elle observa. Elle observa pendant 3 jours pendant que la cour se préparait pour la présentation de la pleine lune, pendant que les couturières l'ajustaient dans de l'argent et du gris pâle, pendant que Nyla flirtait outrageusement avec le capitaine Raphaël dans les cuisines et rapportait les ragots, pendant que Gus, le chiot à 3 pattes, suivait Kaylin dans les couloirs comme une petite ombre poilue et était nourri de choses inappropriées par chaque garde qu'il croisait. Elle observa et elle apprit. Elle apprit que Chanel se rendait chaque soir seule dans une petite pièce près du couloir ouest qui avait été autrefois une salle des traités et ne contenait officiellement plus que sa correspondance privée. Elle apprit que Chanel portait toujours la broche d'argent et la touchait quand elle réfléchissait. Elle apprit que le pouce dans la poitrine de Saoirse s'accélérait quand Chanel était en colère, s'adoucissait quand Chanel était satisfaite et tombait presque à rien quand Chanel touchait la broche. Elle apprit, et c'est le plus important,
que le propre loup de Kaylan était agité autour de Chanel d'une manière que Kaylan n'avait pas encore remarqué. Il le lui avait dit lui-même au lit la deuxième nuit, quand il avait demandé à partager sa chambre et avait promis avec la gravité d'un homme faisant un vœu devant un prêtre qu'il dormirait sur les couvertures et ne la toucherait pas, sauf pour lui tenir la main si elle le souhaitait. Il avait tenu son vœu. Ils s'étaient allongés côte à côte avec l'épaisseur d'une couverture, et mêlant de désir entre eux, il lui avait tenu la main et avait dit d'une voix somnolente, « Mon loup est étrange ce soir, il fait les 100 pas. Il fait les 100 pas depuis que nous avons franchi la porte. » Elle avait tourné son visage vers lui dans le noir. Elle lui avait serré la main. Il avait compris la pression comme un réconfort. C'était un avertissement, et elle ne savait pas encore comment le lui faire comprendre. La troisième nuit, elle lui fit comprendre autre chose. Il n'avait pas l'intention de l'embrasser. Elle le savait parce qu'il lui avait dit à la porte de la chambre qu'il ne l'embrasserait pas tant qu'elle n'aurait pas été sienne assez longtemps pour savoir qu'elle pouvait lui dire non et être obéie. Et elle avait hoché la tête, ils étaient entrés. Et Gus avait réclamé le tapis près du feu. Puis Kaylan s'était tournée pour tirer les rideaux. Sa manche avait frôlé son poignet, et elle avait, sans réfléchir, attrapé sa manche. Il s'était retourné, l'avait regardé, et elle s'était hissée sur la pointe des pieds. Il s'était penché parce qu'il était un homme qui comprenait les invitations, et leurs bouches s'étaient trouvées dans l'obscurité éclairée par le feu, avec la lenteur prudente et incrédule de deux personnes qui s'étaient été promises avant même que l'une ou l'autre ne soit née. Il avait le goût de l'hiver, du fer et de la plus faible trace du vin du dîner. Sa main monta jusqu'à sa mâchoire, son pouce frôla le coin de sa bouche, et il fit contre ses lèvres un son qui n'était pas tout à fait un mot, une syllabe basse et brisée à laquelle son pouls répondit avant son cœur. Elle se pressa plus près. Il la laissa faire, il ne la saisit pas, il ne prit pas. Il la laissa grimper sur lui comme une plante grimpante sur un treillis, lente, sûre et à son propre rythme. Et quand ses mains trouvèrent son col, il recula d'une infime fraction et appuya son front contre le sien. « Saërsha, dit-il, si tu veux ça, j'arrêterai de prétendre que je peux attendre. Dis-le-moi. » Elle hocha la tête contre son front. Elle hocha la tête une fois, deux fois, une troisième fois pour être sûre. Il fit de nouveau la syllabe brisée. Ses mains se déplacèrent vers les lestes à sa gorge. Et puis, à travers la porte, à travers la pierre, à travers le long couloir qui menait à l'ouest, une cloche se mit à sonner. Pas la cloche des heures, la cloche d'alarme. Les mains de Kaylan s'arrêtèrent. Sa tête se releva. Tout son corps changea en un instant, passant de l'amant au roi. Et il fut à la porte, sa lame à la main, avant que Saërsha n'ait repris son souffle. « Reste, dit-il. » Il la regarda une dernière fois. Ses yeux avaient déjà la couleur du lac sous la glace. « S'il te plaît, reste ici. Verrouille la porte. » Il était parti. Gus se leva du tapis, le poil hérissé, alla à la porte et gémit. Saërsha se tenait la main pressée contre la bouche, sentant encore la forme de son baiser, et le pouls dans sa poitrine, qui n'était pas le sien, donna un unique petit battement satisfait, le battement de quelque chose qui venait de provoquer exactement ce qu'il avait l'intention de provoquer. La cloche était pour les écuries. Un palefrenier avait été retrouvé mort. L'histoire, au moment où Saërsha l'apprit de Nyla le lendemain matin, était qu'un seigneur frontalier nommé Gaunt Merrowen, une brute avec une revendication contre la couronne plus ancienne que le propre père de Kaylan, avait envoyé un assassin dans la capitale pour tuer la nouvelle épouse du roi avant que la présentation ne puisse avoir lieu. Et le palefrenier, revenant tard d'une course, avait vu l'assassin et avait été tué pour cela. L'assassin avait été attrapé en essayant d'escalader le mur est. C'était l'homme de Merrowen, il n'y avait aucun doute. Sa cape portait les sceaux de Merrowen cousus à l'intérieur de la doublure, le genre d'erreur qu'un homme fait quand on lui a dit de s'assurer qu'il est identifiable en cas de capture. Kaylan, quand Saërsha le vit à l'aube, était furieux d'une manière qu'elle ne lui avait pas encore vue. Une fureur froide et contenue qui faisait reculer les gardes dans le couloir à son passage. Il vint à sa chambre. Il s'agenouilla près de la chaise où elle était assise. Il prit ses mains. « Je partirai ce soir, dit-il. Je prendrai son donjon avant que la lune ne soit pleine. Je ferai de lui un exemple que les seigneurs frontaliers n'oublieront pas en 3 générations. Tu seras en sécurité ici. La capitale est mienne. Ma garde est doublée autour de toi.
Chanel a proposé de dormir personnellement dans la chambre extérieure. Raphaël reste. Tu ne dois pas quitter le donjon. Il pressa ses jointures contre sa bouche. Je reviendrai vers toi dans 4 jours. Nous finirons ce que la cloche a interrompu. Me comprends-tu, Saoirse? Elle hocha la tête parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. Et elle regarda ses yeux. Et elle essaya de toutes ses forces de dire avec son visage ce qu'elle ne pouvait pas dire avec sa bouche. Ne me laisse pas seul avec elle. Il ne le lut pas. Il ne le cherchait pas. Il était un roi avec un homme à chasser et une épouse à protéger. Et on venait de lui donner l'histoire la plus simple possible. Une brute évidente avec une rancune évidente et un sot évident. Et sa rage avait maintenant une direction. Et il avait besoin de cette direction. Parce qu'un roi qui ne sait pas où diriger sa rage est un roi qui la tourne vers l'intérieur et se déchire. Il partit au crépuscule. Elle regarda depuis la fenêtre. Il leva les yeux avant de passer sous la porte. Il pressa sa main sur sa poitrine, à l'endroit où, dans les histoires, le lien vibrant vivait. Et elle pressa sa main au même endroit sur son propre corps. Et la chose sous sa paume, qui n'était pas son pouls, lui répondit en vibrant. Et il sourit parce qu'il ne savait pas. Et il était parti. Et Chanel vint la voir cette nuit-là. Elle ne vint pas en tant que conseillère, elle vint en tant qu'amie. Elle apporta une petite théière, 2 thés et une assiette de gâteaux au miel. Et elle envoya le garde devant la porte chercher de l'eau fraîche. Et elle s'assit en face de Saoirse à la table basse près du feu. Et elle versa le thé. Et qu'elle dit très doucement, « Vous savez, n'est-ce pas, je me demandais quand vous le feriez. Vous êtes plus intelligente que je ne me le suis permis d'espérer. » Saoirse ne bougea pas. Gus, qui dormait sur le tapis, leva la tête, regarda Chanel et commença à grogner très bas. Chanel ne le regarda pas. Elle ne regarda que Saoirse. « S'il vous plaît, n'ayez pas peur. Je n'ai aucune intention de vous faire du mal. J'ai passé 24 ans à vous maintenir en vie, ma chère. Je suis allé au chevet de votre mère quand vous aviez 3 jours et j'ai déposé la résonance dans votre poitrine. Et j'ai été, à ma manière, votre marraine depuis lors. Je sais que ce n'est pas ce que vous ressentez. Je sais que vous avez été élevé sans gentillesse. J'ai essayé, là où je le pouvais, de m'assurer qu'Isolde ne vous tue pas purement et simplement, ce qui est plus que vous ne le réalisez peut-être. Buvez le thé. Ce n'est que du thé. Je n'ai pas besoin de vous empoisonner. Vous êtes bien plus utile et éveillé. » Saoirse ne but pas. Chanel soupira. « Très bien, laissez-moi vous dire ce que vous êtes alors, afin que vous puissiez choisir, en toute connaissance de cause, ce que vous deviendrez ensuite. La lignée de Calum porte une résonance de lien qui ne peut être répondue que par une fréquence spécifique. Depuis 3 générations, la fréquence ne s'est produite naturellement chez aucune femme vivante. Son père s'est marié sans elle et est mort fou. Son grand-père de même. La lignée s'éteindra d'ici une génération si Kellen ne se lie pas véritablement. Je ne pouvais pas produire la fréquence chez une femme, mais je pouvais la lier, comme un champ à une jarre, à un réceptacle. Vous étiez le réceptacle que j'ai trouvé. Une enfant muette. Pas de voix propre pour contaminer la résonance. Une gorge qui ne serait jamais capable de produire une tonalité concurrente. Un corps élevé dans l'obscurité, peu susceptible d'être remarqué, peu susceptible d'être courtisé, peu susceptible d'être ruiné avant l'épreuve. J'ai demandé un réceptacle à la lune. La lune m'a donné vous. Ses yeux étaient humides. Ils étaient véritablement humides. C'était, compris Saoirse, la partie la plus terrifiante. Chanel se croyait. Je n'ai pas fait ça pour moi et mon enfant. Je l'ai fait pour lui, pour la maison de son père, pour le royaume. Vous étiez le prix. Vous avez maintenant le reste d'une vie de reine devant vous. Vous serez aimé. Vous serez en sécurité. Il ne le saura jamais et je ne le lui dirai jamais, tant que vous ne le ferez pas. Signez le lien à la pleine lune. Portez son enfant. Vivez. C'est tout ce que je demande. Je serai à vos côtés chaque jour de votre règne. Je vous conseillerai comme j'ai conseillé sa mère. Quand vous mourrez très vieille dans un lit entouré de vos petits-enfants, je serai enterré à vos pieds. Comprenez-vous ce que je vous offre? » Saoirse la regarda. Saoirse, qui ne pouvait pas parler, qui ne pouvait pas écrire assez vite, qui ne pouvait, à ce moment, rien faire, fit la seule chose qu'elle pouvait. Elle prit la tasse de thé et très délibérément, elle la renversa sur le sol. Le thé se répandit sur la pierre. Gus aboya une fois, sèchement. Le visage de Chanel ne changea pas, mais quelque chose derrière changea.
Ah, dit-elle doucement. Vous pensez que vous allez le lui dire? Elle posa sa propre tasse. Ma chère, il est parti tuer un seigneur frontalier dont le seul crime, en vérité, était d'être sur mon chemin. L'assassin dans l'écurie portait le sceau de Merwin parce que je l'ai cousu moi-même dans la doublure. Kaelin reviendra dans 4 jours avec la tête de Merwin sur une pique et une histoire que la cour adorera. Et vous vous tiendrez à ses côtés en argent et lui chanterez un hymne que votre corps ne peut produire sans moi. Et vous sourirez, car l'alternative est que je touche cette broche à ma gorge et que la résonance que j'ai mise en vous se taise pour toujours. Et quand il vous cherchera dans un lit dans 2 ans, ou 5, ou 10, son loup ne trouvera rien à quoi répondre. Et il saura, et il ne vous pardonnera jamais. Parce qu'à ce moment-là, il vous aura aimé, et la chose qu'il aimait aura été un mensonge. Elle se leva, elle lissa ses jupes. Dormez là-dessus, mon enfant. Je serai dans la 2e porte du couloir ouest. Quand vous aurez décidé, venez me voir. Ne tardez pas. La lune est dans 4 nuits. Elle partit. Gus alla vers le thé renversé, le renifla et grogna dessus. Puis il vint presser son petit corps chaud contre le pied de Saoirse. Et Saoirse resta assise dans l'obscurité éclairée par le feu et comprit enfin qu'elle était née dans une histoire qui n'était pas la sienne, et que la seule façon de la faire sienne était d'y mettre fin. Elle ne dormit pas. Elle s'assit à la fenêtre et regarda la lune se lever, un peu plus pleine que la nuit précédente. Et elle réfléchit comme elle avait toujours réfléchi, silencieusement, soigneusement, tournant un problème comme elle avait autrefois tourné les mains des morts pour les placer correctement dans le linceul. Elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait pas l'avertir par écrit. Chanel contrôlait la correspondance. Elle ne pouvait pas quitter le donjon. La garde avait été doublée avec des hommes que Chanel avait aidé à choisir. Elle ne pouvait pas écrire une lettre assez longue pour porter la vérité avant que la broche à la gorge de Chanel ne fasse ce que la broche pouvait faire. Elle avait 4 jours. Elle avait 4 jours, un chien à 3 pattes et une meilleure amie avec de la farine sur ses manches. Et elle avait la chose dans sa poitrine qui n'était pas la sienne. Et elle réalisa, lentement, qu'elle avait une chose de plus. Elle avait le fait que la chose dans sa poitrine n'était pas tout ce qu'il y avait dans sa poitrine. Il y avait autre chose. Il y avait eu autre chose toute sa vie sous la résonance liée, plus silencieux, plus ancienne, le sien. Elle l'avait confondu avec le silence. Elle avait passé 24 ans à croire que là où sa voix aurait dû être, il n'y avait que l'absence. Et elle comprit maintenant, assise à la fenêtre avec le poids chaud de Gus sur son pied, que l'absence avait été une porte. Et derrière la porte, il y avait quelque chose que Chanel n'avait pas mis là, parce que Chanel n'avait fait que placer la résonance par-dessus, et n'avait peut-être pas su ce qu'il y avait en dessous. Elle pressa sa main sur sa poitrine. Elle écouta au-delà de la vibration liée. Elle écouta en dessous. Tout au fond, silencieux, comme un second battement de cœur, quelque chose répondit. C'était plus chaud que la résonance. Si elle devait lui donner une forme, cela ressemblait à de la lumière contenue dans une cloche. C'était, pensa-t-elle, le sien. Elle ne savait pas encore à quoi cela servait, mais elle savait, avec la certitude qu'elle n'avait auparavant ressenti que pour les morts, que c'était le sien, et que Chanel ne le possédait pas. C'est par là qu'elle commencerait. Le matin, elle envoya Nyla à la bibliothèque. Elle envoya Nyla avec une liste. Elle ne pouvait pas dire la liste, mais elle pouvait laborieusement l'écrire. Et Nyla pouvait lire tout ce que Saoirse écrivait, même si c'était écrit de la main gauche et en tremblant. La liste était courte. Elle disait « Ancienne lignée, né muet, liaison de résonance, argent ». Nyla la lut. Nyla ne posa pas de questions. Nyla dit « Donne-moi la journée ». Nyla revint au crépuscule avec 3 livres et un visage qui avait perdu un peu de sa couleur. « Saoirse », dit-elle. Elle s'assit lourdement sur le tapis. Gus grimpa sur ses genoux sans y être invité. « Saoirse, il y avait une lignée, une ancienne lignée. Le nom Hollowvale n'est pas juste un nom de meute. C'est plus ancien. C'est une lignée de chanteurs. Pas des chanteurs comme les bardes, des chanteurs comme ceux que la langue ancienne appelle les porteurs de souffle. Ils n'étaient pas censés produire de son. Ils étaient censés chanter à Thornfinn, comme l'air l'a chanté à ta place. C'est ce qu'ils faisaient. Toute la lignée.
Ils ont été anéantis il y a 300 ans lors d'une purge parce que les rois avant de la lignée de Caelan avaient peur d'eux. Les livres disent que la dernière d'entre eux était une enfant cachée dans les vallées frontalières. Ils disent que ses descendants ne sauraient pas ce qu'ils étaient jusqu'à ce que l'un d'eux soit forcé de chanter. Elle leva les yeux. Saoirse, elle n'a pas mis le chant en toi. Elle l'a déverrouillé. Et elle t'a dit qu'elle l'avait mis là parce qu'elle a besoin que tu crois qu'elle peut le reprendre. Saoirse la fixa. Le pouls dans sa poitrine, celui qu'elle avait cru ne pas être le sien, s'arrêta un instant, comme s'il s'était entendu décrire et en était embarrassé. La chose plus silencieuse en dessous, la chaude, la cloche, battit une fois, fermement, comme pour dire « Oui ». Elle posa sa main sur l'épaule de Nyla. Nyla hocha la tête. « Je sais, dit-elle. Je sais, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? » Saoirse montra la fenêtre, le ciel, la lune qui grossissait vers la pleine lune. Elle leva 4 doigts, puis 3, puis 2, puis 1. Nyla comprit. 4 nuits. La présentation. Tu veux le faire là-bas? Saoirse hocha la tête. Devant toute la cour? Saoirse hocha la tête. Avec elle juste à côté? Saoirse hocha la tête. Nyla expira. D'accord, d'accord, très bien. C'est dramatique. J'aime ça. J'aimerais encore plus si nous avions un plan qui n'impliquait pas que tu te tiennes devant une femme qui peut, apparemment, éteindre ton rythme cardiaque à volonté. Mais j'accepte que nous fassions avec ce que nous avons. Elle se mordilla la lèvre. Tu auras besoin d'un moyen de le faire écouter au-delà de la résonance, au-delà de celle qu'elle a liée. Il doit entendre l'autre, la vraie, avant qu'elle ne réalise ce que tu fais. Saoirse hocha de nouveau la tête. Elle montra sa poitrine. Elle montra la cape de Caelan, toujours accrochée au clou près de la porte. Elle montra sa gorge et secoua la tête. Puis elle ouvrit sa main en coupe et la leva lentement, comme pour soulever de l'eau. L'air. Elle utiliserait l'air comme elle l'avait fait à Thornfinn. Pas le chant lié cette fois, celui d'en dessous. Elle laisserait celui d'en dessous chanter et Chanel ne pourrait pas le faire taire parce que Chanel ne l'avait pas mis là et n'en connaissait pas la forme. Les yeux de Nyla s'empliront de larmes. « D'accord, murmura-t-elle. « D'accord. Je te crois. Je te crois, Saoirse Hollowvale, porteuse de souffle, reine de rien et de tout. Dis-moi ce que je dois faire. » Saoirse écrivit sur le parchemin. « Quand il reviendra, amène-le-moi avant elle, seul, par n'importe quel moyen. » Nyla le lut. Nyla plia le parchemin dans sa manche. « Considère que c'est fait, dit-elle. Je fais les yeux doux à Raphaël depuis 4 jours pour exactement ce genre d'urgence. » Elle partit le trouver. Saoirse resta à la fenêtre. Gus s'installa sur ses pieds. La lune se leva, une nuit plus près de la pleine lune. Caelan revint le soir du 4e jour, un jour plus tôt que prévu, avec la bannière de Merowyn à l'envers sur une pique, du sang séché sur la cicatrice de sa mâchoire, et une fatigue dans ses épaules qui ne le quitta que lorsqu'il entra dans sa chambre et la vit. Il traversa la pièce en 3 enjambées. Il ne parla pas. Il prit son visage entre ses mains et la regarda comme pour confirmer qu'elle était entière. Puis il appuya son front contre le sien. Son souffle trembla en sortant de lui. Et il dit, « Tu m'as manqué. Je ne savais pas que quelqu'un pouvait me manquer à ce point. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que ça ait pris 4 jours. » Derrière lui, dans l'embrasure de la porte, Raphaël se tenait les bras croisés, hochant la tête à Nyla. Nyla ferma la porte. Elle la verrouilla. Elle se tint devant, le dos contre le bois, comme une femme gardant un coffre-fort. Saoirse leva la main. Elle la plaça sur la poitrine de Caelan, sur la cicatrice de sa clavicule, à l'endroit où vivait sa propre vibration liée. Elle tapota légèrement 3 fois. Elle lui avait appris cela la 2e nuit. C'était le signe pour écoute. Il s'immobilisa. « Écoute, dit-il. » Il recula assez pour voir son visage. « J'écoute. » Elle recula d'un pas. Elle leva de nouveau la main et toucha sa propre poitrine. Et elle fit, avec sa bouche, une forme qu'il avait déjà vue, qui était le mot « non ». Elle toucha de nouveau sa poitrine. Elle refit la forme. « Non, pas à moi. » Elle vit son front se plisser. Elle montra le couloir ouest, la 2e porte. Elle fit de la forme du mot « mère » parce que c'était la forme la plus proche qu'elle avait pour conseillère, pour marraine, pour la femme qui était dans sa maison depuis qu'il était un garçon. Elle fit de la forme du mot « broche ». Elle tapota de nouveau sa poitrine, plus fort. « Non, pas à moi. »
Ou elle pouvait le voir essayer de suivre, et elle pouvait le voir commencer, lentement, à comprendre. Et qu'elle pouvait voir, sous la compréhension, la chose terrible qu'elle avait redoutée, qui n'était pas l'incrédulité, mais la première blessure de la trahison atterrissant dans un endroit qu'il n'avait pas encore eu le temps de blinder. Chanel, dit-il. Pas une question, une vérification. Elle hocha la tête. Le chant à Thornfinn, tu me disais. Il déglutit. Tu me disais qu'elle l'avait mise en toi. Saoirse leva la main. Elle la fit vaciller. Oui et non. Elle secoua la tête. Elle tapota de nouveau sa poitrine, plus bas cette fois, plus bas que la résonance liée. Et elle ferma les yeux, et elle écouta, comme elle s'était appris à écouter ces 3 dernières nuits, au-delà de la vibration que Chanel avait placée là, jusqu'à la cloche chaude en dessous. Et elle la laissa, pour la première fois de sa vie, monter. L'air dans la chambre changea. Ce n'était pas l'hymne, c'était quelque chose de plus ancien, quelque chose sans mots, une seule note soutenue qui semblait venir des pierres elles-mêmes, basse, chaude et indubitablement vivante. Kaelin devint très immobile. Ses yeux changèrent. La couleur de lac de glace s'assombrit. Ses narines se dilatèrent. Son loup, comprit-elle, se redressait en lui et écoutait comme un chien écoute un sifflet que lui seul peut entendre. Ça, dit-il lentement, c'est un son différent. Elle hocha la tête, les yeux toujours fermés. La note se maintint. Elle la laissa se maintenir, puis, avec effort, elle la laissa partir. L'air redevint silencieux. Elle ouvrit les yeux. Elle tremblait. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe. « Assieds-toi. Assieds-toi, Saoirse. Regarde-moi. » Il la guida jusqu'à la chaise. Il s'agenouilla devant elle. Son visage était celui d'un homme à qui l'on venait de donner une carte de sa propre maison, montrant des pièces qu'il n'avait jamais vues. L'hymne à Thornfinn, c'était celui qui était lié, celui qu'elle a mis en toi. Celui-ci, celui que tu viens de faire, c'est le tien. Elle hocha la tête, et elle ne sait pas pour celui-ci. Elle hocha de nouveau la tête et écrivit sur le parchemin que Nila lui passa, le reste, le réceptacle, le berceau, la broche, la fréquence, la lignée des porteurs de souffle de Hollowell que les anciens rois avaient essayé d'effacer, le leur qu'elle l'avait envoyé tuer, la présentation du lendemain soir, le plan. Il lut 2 fois. Sa mâchoire travailla. Ses mains, quand il posa le parchemin, tremblaient très légèrement, comme ses épaules avaient tremblé dans la salle de Thornfinn quand il s'était agenouillé pour la première fois. « Elle m'a élevé, dit-il au sol. Elle m'a tenu quand ma mère est morte. Elle m'a appris à tenir une plume, monsieur. Elle. » Il s'arrêta. Il respira. Il leva la tête. Ses yeux, quand ils rencontrèrent ceux de Saoirse, n'avaient plus la couleur d'un lac sous la glace. Ils avaient la couleur d'un lac quand la glace se brise. Toi, sa voix était basse et absolument stable. Pas le chant qu'elle a mis en toi. Toi, ta lignée, ton souffle. C'est ce que j'ai entendu à Thornfinn en dessous. C'est pour ça que mon loup s'est mis à genoux. Me comprends-tu, Saoirse? Elle ne t'a pas donné à moi. Tu étais déjà mienne. Elle a seulement essayé de percevoir une commission. Elle leva la main. Elle toucha son visage. Elle traça la cicatrice sur sa mâchoire. Il ferma les yeux et se pencha dans sa paume. « Demain soir, dit-il, nous le ferons à sa manière. Jusqu'au dernier moment, tu entreras à mon bras, tu te tiendras dans le cercle. Elle voudra être proche pour tenir la broche. Laisse-la être proche. Quand je te donnerai le signal, tu feras ce que tu viens de faire dire. Le vrai, pas celui qui est lié. Laisse la pièce t'entendre. Je m'occuperai d'elle. » Il ouvrit les yeux. « Je ne la tuerai pas devant toi, sauf si je dois le faire. J'essayerai l'exil. Tu as ma parole. » Saoirse hocha la tête. Elle ne voulait pas qu'il la tue. Elle ne voulait, réalisa-t-elle, tuer personne du tout. Elle voulait être, pour la première fois de sa vie, une personne